Diplômée Gestalt thérapeute et certifiée thérapeute Imago, Florentine Donoa-Wang a fondé le site L'Espace du Couple pour aider les couples à apprendre à aimer. Elle a publié plusieurs livres dont Les clés de l'intelligence amoureuse et plus récemment Les clés de l'intelligence érotique que j'ai blogué sur enunmot.com. Nous avons rencontré Florentine à Paris et nous lui avons proposé le jeu des mots. Elle a tiré au hasard 6 lettres qui composent le mot amour au pluriel et nous livre son regard sur le couple et la vie dans cette interview intimiste. Vous êtes prête ? Je suis prête. Tenez-y à vous. Alors, un petit papier. Arrogance. Arrogance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur l'arrogance ? L'arrogance, je dirais que c'est un costume de survie qui va mettre beaucoup de choses dans la relation, qui va empêcher souvent la connexion et qui va éloigner. Et je comprends qu'on devienne arrogant. Je comprends que nos blessures dans le lien nous fassent devenir arrogants, comme pour avoir moins peur de l'autre. Une expérience dans l'arrogance que vous avez eue ? Une expérience dans l'arrogance. Si vous avez. Je sais que quand je suis, malgré toute la douceur que j'essaye de garder et de conserver, et ça fait partie de mes objectifs sur moi, depuis que j'ai retouché ma douceur, de rester le plus longtemps, le plus souvent possible dans ma douceur. Mais je sais que quand je perds patience, quand je n'arrive pas à me faire comprendre et quand je m'exaspère, c'est un des costumes que je peux sortir dans la relation. Devenir arroganteux. Ouais, ça me parle, bien sûr. Une autre petite carte. Multiple. Ah, ça c'est un mot qui est merveilleux. Multiple. La première fois que j'ai essayé de résumer ce que je voulais faire avec les gens, je disais nous ouvrir à toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous. Et c'est à ça que ce mot multiple me renvoie. Les multiples possibilités de l'amour en nous et entre nous. C'est pour ça que ça ne me dérangeait pas qu'il y ait un S à amour. Au contraire, il a toute sa place. Et tu peux nous donner des exemples de multiplicité dans l'amour ? L'amour maternel, l'amour amitié, l'amour désir, l'amour au long cours, l'amour humain, toutes ces formes d'amour, l'amour charnel, l'amour divin, toutes ces multiplicités. Ouais. Est-ce que le polyamour en fait partie, Florentine ? Le polyamour, je le comprends et dans ma pratique, ce que je remarque, c'est que finalement, il y a la même souffrance dans les couples polyamoureux qui viennent me consulter pour avoir de l'aide et qu'ils ne trouvent pas forcément la liberté là où ils pensaient la trouver. Et que c'est quelque chose qui me paraît relever quand même beaucoup du paradigme individuel et moi j'essaye immensément d'entraîner la relation et les êtres qui viennent me voir dans le paradigme relationnel. Dans le polyamour, je comprends qu'on puisse être en amour de la terre entière. Je suis en amour de tellement de gens. Et après, est-ce que je décide d'ouvrir ma vie, d'ouvrir mon corps, d'ouvrir mon espace à toutes ces personnes que j'aime profondément et pour lesquelles même je peux éprouver énormément de désir. Tu vois, ça c'est une question et je pense qu'on est tous dans l'âme en amour à tous ces différents niveaux de l'amour avec beaucoup de gens potentiellement. Après, le choix de faire couple, de construire avec une personne dans un pacte de monogamie, c'est un engagement de rentrer dans un laboratoire vraiment humain, relationnel, dans lequel je vais être au défi de moi. Dans lequel, à l'occasion de toi, je vais réveiller beaucoup de mes impasses et de mes congélateurs. Et dans le polyamour, il y a cette notion que
Pour moi, le polyamour, il y a un petit côté mégalo. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, hein, mais c'est je veux tout dans cette vie sur Terre. Et ce que je ne vais pas pouvoir vivre avec toi, alors je vais aller le vivre avec Pierre-Paul Jacques. Ça me paraît être du registre individuel et non pas du paradigme relationnel. Qu'est-ce que demande la relation pour grandir, fleurir, j'ai le terme anglais blossom, mais une relation pour s'épanouir. Elle va demander que tu sois là à des moments où tu n'es pas forcément là, où tu n'as pas forcément envie d'être là. Elle va demander, la relation elle est exigeante. Pour être pleine, elle nous demande beaucoup. Et je ne sais pas si on peut faire fonctionner ce laboratoire de la relation si on le dilue comme ça. En tout cas, on quitte le paradigme relationnel et on ressaute dans le paradigme individuel. Question de choix. C'est pas que j'ai de jugement à propos de ça, c'est vraiment juste un choix de vie et je suis pas certaine qu'il y a toujours cette conscience-là. Et aussi, ce que je remarque dans le polyamour, c'est qu'il y a beaucoup de couples polyamoureux pour qui c'est la proposition de l'un que l'autre subit par peur de perdre. Mais qu'il n'y a pas un engagement plein et entier, un grand oui des deux. Tout à l'heure, tu as évoqué la notion de congélateur. Oui. Tu peux développer ? Bien sûr. Dans mon monde, le congélateur, c'est les parties de nous qu'on a dû réprimer pendant l'enfance. Tu vois, je pense qu'on est né des merveilles absolues, je pense qu'on est absolument incroyable, qu'on arrive dans une famille et que de notre naissance à l'âge adulte, on fait un voyage. On fait un voyage auprès de parents, d'une fratrie, d'une famille, d'une communauté, d'une école, d'une religion, d'un monde, qui va nous envoyer des messages, qui vont nous demander de mettre des aspects de nous dans un congélateur. Et on va vivre des blessures, des chocs, des traumas, qui vont faire que des parties de nous ne sont plus en notre possession. Et quand je dis congélateur, c'est vraiment à dessein, c'est parce que je pense que c'est pas mort, je pense que c'est jamais mort, je pense que c'est là, que ça nous attend, et que c'est pour ça l'image du congélateur. Et je pense que justement dans la relation amoureuse, tout ce qui fait crise, tout ce qui fait déconnexion, tout ce que me demande mon partenaire qui est tellement difficile pour moi à donner, c'est parce qu'il a la main sur un de mes congélateurs, qu'il a vu la merveille, qu'il a le sens de tout ce possible et qu'il me dit putain décongèle-moi ça. Et que si j'ai pas de conscience, je me défends de l'autre. Et l'autre est un affreux, l'autre devient un affreux de me demander ça ou de me faire vivre ça ou de me proposer de vivre ça. Si je mets de la conscience et qu'on se donne la main et qu'on a des outils, alors on ouvre ensemble nos congélateurs. Et pour moi, c'est ça la mission du couple. Et quelle marque de congélateur vous nous conseillez? Oh, bah, je ne sais pas. Ah, ça, c'est vraiment la question piège. Aucune idée. Joker. Objet. La grande tristesse de nos relations, c'est qu'elles sont très souvent en train de basculer dans la relation d'objet. La relation d'objet, c'est je voudrais que tu sois autrement que ce que tu es parce que ça me servirait mieux. Et on est tous en train de se prendre les pieds dans le tapis de la relation d'objet. Il faut sans arrêt mettre beaucoup de conscience, beaucoup de recul et reprendre une paire de lunettes pour voir l'autre en face et non pas l'objet que je fais de l'autre. Faire attention à nos attentes, oui, la relation d'objet, c'est un de nos grands boulevards, à tous, hein. Je me mets vraiment dedans, et à repérer et à désobjectiver. Comment tu le repères? Le chemin d'une vie. Je pense que c'est le partenaire qui le repère. Je pense qu'à chaque fois que le partenaire il sent, c'est qu'on est là-dedans. Ouais. J'ai lu dans tes livres donc, que toi, tu préconises qu'il faut travailler sur soi avant d'être amoureux ou d'être en couple. Tu peux développer ça? Ou alors peut-être que tu n'es pas d'accord avec cette phrase. Non, mais je vais te répondre. Au contraire,
Au contraire, je ne préconise surtout pas. Je suis triste que ce soit un message magazine. S'aimer soi avant d'aimer, travailler sur soi avant d'oser prétendre pouvoir rentrer en relation. Pour moi, c'est l'aberration de notre époque. Ce message, il tue, tout simplement. Ce serait comme la double peine, tu sais. C'est comme la possibilité de t'aimer toi. T'as été rapté dans l'enfance. Et ben, tu sais quoi ? T'as encore pas droit à l'amour. Il va falloir d'abord que tu récupères ça avant de... Je suis plutôt dans ce paradigme que c'est grâce au regard de l'autre, d'un autre spécial évidemment, mais des autres, que je vais pouvoir récupérer l'amour de moi. Ce regard qui dit t'es une merveille, ce regard qui dit waouh toi, va restaurer le sens de l'amour de moi. Bien au contraire, je dis aux gens, n'attendez pas de vous aimer avant de vous laisser aimer ou de vous laisser aimer, recevoir l'amour ou de vous laisser aimer, donner l'amour. Mais plongez tout de suite dans l'amour, parce que c'est ça qui nous restaure et qui nous répare et qui nous fait nous sentir aimables. Et juste, je dis, attention, quand on n'a pas eu la chance d'avoir un voyage de l'enfance qui nous laisse plein et entier dans le sens de soi, attention, on a souvent tricoté beaucoup de costumes de survie, beaucoup de façons de nous défendre de notre douleur, et qu'on va l'apporter dans le lien, et que ça va faire du brin. C'est juste ça. Mais non, bien sûr. Ah non. Pourtant, tu n'es pas sûr que les autres t'emmènent l'outillage nécessaire pour te montrer à toi-même que tu es celui que tu es. Il y a quand même un filet qui... Comment dire ça ? Il nous faut des années pour comprendre ça. C'est pas... On peut l'hériter à l'enfance quand on nous le valorise, mais comment peut-on, pour des gens qui ont été bousculés, comment peut-on faire confiance à la parole de l'autre ? Parce que j'ai vu dans ma vie que tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, que tu as confiance en lui, que tu crois en lui, il te fuit, il en a peur, il peut même devenir en colère. Ça va dépendre de ses blessures. Mais tu sais, imagine un bébé de 18 mois qui a les chandelles jusqu'au menton, qui a sa couche pleine, qui sent à 2 km. Il s'approche de sa maman ou de son... Il est aimable. Il n'a aucune notion qu'on ne va pas vouloir de lui, qu'il est mauvais, qu'il est tout simplement, et il est aimé. On est tous nés avec, c'est même pas la question, c'est intégré. Et on le perd dans les interactions. Ce même bébé qui, à 18 mois, se présente comme ça, à 16 ans, il a un bouton sur le nez, il n'ose pas sortir en soirée. Le sens qu'on n'est pas aimable, c'est le fruit de notre voyage. Donc oui, il y a des gens qui vont être plus particulièrement difficiles à se laisser aimer. Parce que quand on nous a retiré la sensation qu'on est aimé, ça devient très dangereux de réouvrir la porte. Tu vois ? Donc oui, on a énormément de façons de se protéger de recevoir l'amour. Je comprends ce que tu dis. Et il y a des gens, on leur dit « tu es une merveille » et ils vont se défendre de ça. Ils vont prendre ça comme une menace. Bien sûr, c'est un chemin. C'est un chemin. Mais c'est pas pour ça qu'il faut d'abord travailler sur soi avant de prétendre pouvoir tisser un couple. Du tout. Tu dis, quelque part, sur ton site, je crois, le grand amour ne se trouve pas, il se construit pas à pas. Donc c'est par rapport à ces blessures qui petit à petit, à ces congélateurs dont on ouvre les portes, c'est par rapport à ces blessures que petit à petit on construit le couple, au fur et à mesure qu'on guérit nos blessures. C'est surtout comme il y a aimer le sentiment et puis il y a aimer le verbe d'action. Et ce qui construit une grande, belle relation, c'est l'action d'aimer. Le sentiment, on le perd de vue de temps en temps. J'aime profondément mon mari, cet homme avec lequel je suis depuis 25 ans, que j'ai éprouvé dans tous les sens du terme. Je ne suis pas amoureuse de lui tous les jours, tu vois. Et la force d'une relation, c'est tous ces moments où je choisis d'aimer. C'est tous ces pas les uns après les autres et la confiance d'aimer, même quand on n'est plus relié à la sensation d'aimer.
Ça devient quelque chose de mental? Est-ce que c'est pas le risque que ça devienne quelque chose de mental du coup? Je dirais pas que ça devient mental, mais tu vois, la façon que j'ai d'en visionner la relation, j'ai appelé ça l'intelligence amoureuse. Parce qu'on a besoin d'intelligence. On a besoin d'amour et on a besoin d'intelligence. Et on a besoin de savoir relationner, d'apprendre à relationner comme une compétence. Ça veut pas dire que c'est mental. Choisir d'aimer, c'est pas mental. C'est un engagement de l'être. Et évidemment, j'ai besoin de mon mental pour faire ce choix. Mais c'est pas, je le mettrai pas sur le registre mental. Mais bien sûr, il y a des gens qui trouvent que c'est pas très romantique, intelligence amoureuse. Mais bien sûr qu'on a besoin de notre cerveau aussi pour aimer, de notre drive, de notre intention, notre intentionnalité. Oui, bien sûr. L'amour, c'est un choix, c'est une décision, et c'est des actions. C'est une décision de tout notre être. Et c'est d'aimer concrètement qui nous rend amoureux et qui nous rend vivants. On pense que c'est de recevoir, d'être aimé, mais les gens qui disent « je me sens plus amoureux », je leur dis « aime ». Et c'est de refaire. Ce qui nous rend tellement vivants dans les débuts de la relation, c'est qu'on n'arrête pas d'aimer activement. On se fait des surprises, on fait l'amour, on se fait des bons repas, on se concocte des soirées en amoureux, on fait des choses, on aime, du verbe aimer. Et c'est ça qui nous fait nous sentir vivants, vibrants, que waouh, on a la notice hein, dès le début, on a les recettes. Et après on se dit oui mais parce que l'autre c'est un affreux, alors je vais arrêter de... On ferme les robinets et on se sent plus amoureux et on se demande pourquoi. Ouvrez les robinets les gens. Bon, il n'y a pas grand chose dans le bonne chance. Union. Union, je crois que il n'y a pas grand chose à rajouter. Union, c'est magnifique l'union de deux personnes qui se choisissent et qui décident d'entrer dans ce laboratoire de la relation pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire qu'on nous dit au début de ce pacte du mariage, là, je pense pas que ce soit vraiment pour les jours heureux et pour les jours sans pain ou pour les jours de maladie. Je pense que c'est pour le meilleur et pour le pire de moi et pour le meilleur et pour le pire de toi et de ce qu'on va émotionnellement se faire vivre en entrant dans ce bocal. Le vrai pour le meilleur et pour le pire. Je te choisis pour les jours où je vais me sentir une merveille dans tes yeux et pour les jours où je vais revisiter les émotions de mes blessures d'enfance, qui sont mon pire. Le R. Riche. Je suis sûre qu'il y a des super citations qui mettent des choses comme la plus grande richesse, ça va être la richesse de nos relations, de nos... c'est ça qui me viendrait. J'en ai pas qui pop là dans mon esprit, mais quelle richesse d'être dans un pacte ensemble, de se donner la main pour le meilleur et pour le pire, et de se prendre les vagues les unes après les autres et de se relever et après chaque vague se sentir plus vieux évidemment, mais plus vaste, plus aimant, plus décongelé, plus vivant. Ouais, c'est ça la richesse. C'est ça la grande richesse. Ça va être jusqu'à quel point on va pouvoir emmener nos relations. Et je parle pas seulement de la relation amoureuse, hein, mais toutes nos relations. Des grandes amitiés, on est riche de nos relations. On est riche de la profondeur et de l'engagement dans nos relations. Voilà ce que ça m'évoque. Bon, à la fin, faut pas que je fasse une phrase avec tous les mots, si. J'aurais pas dû mettre de S. Scission. Scission, ça me fait penser à séparation. T'as vécu une séparation? Quand j'étais très jeune, avec mes amourettes, mes premières amours, les amours d'entraînement et de jeunesse. Mais comme ça fait 25, tu vois, j'ai 50 ans, ça fait 25 ans que je suis avec la même personne. Donc j'ai des séparations familiales ou amicales qui font toujours aussi mal. Hein, où je comprends cette éprouvée d'aimer quelqu'un profondément et de choisir de plus relationner.
parce que c'est pas possible. Parce que ça fait mal. Parce qu'il y a des personnes avec qui il faut apprendre à mettre des limites. Parce qu'il y a des personnes qui sont nées des merveilles comme tout le monde, mais que leur voyage de l'enfance, ça fait choisir des façons de se protéger dans le lien qui peuvent être toxiques pour l'autre. Et que la santé relationnelle, parfois, c'est de mettre des limites. Et que même pour la vie amoureuse, je pense pas que les séparations soient vraiment un échec. Pour moi, l'échec, c'est se séparer quand il y a encore tant d'amour et qu'on n'a pas encore regardé si on pouvait avoir quelques compétences pour relationner mieux. Pour moi, l'échec, c'est de se séparer quand il y a encore tellement de choses possibles. Et puis parfois, on a tellement abîmé l'espace du couple que ça fait beaucoup de cauchemars et que c'est pas fou de vouloir quitter un cauchemar. Je suis pas pour le couple, hein. Je suis le couple pour grandir, guérir ensemble, et un couple vivant et vibrant. Un couple où il se passe que de la douleur ou des vies en parallèle, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais en tout cas, ce mot de scission me fait penser à la séparation. Et j'accompagne parfois des couples dans une séparation en conscience, dans un chemin de se dire, de se restaurer dans le sens de la merveille, de surtout pas réécrire l'histoire pour se donner la force de mettre fin à la relation, et puis de déménager la relation de la relation amoureuse à une autre forme de relation en gardant tout l'amour qu'on a pour cette personne. L'amour, je pense pas qu'il s'en aille vraiment. Juste une autre transition vers une autre façon d'être en relation. Je pense surtout que ce que tu fais là, c'est aussi, ça permet aux gens de mettre de la conscience, c'est ça ? Dans la séparation, du coup. Bien sûr, oui, j'appelle ça le processus de séparation en conscience. Et parfois, il y a des couples qui viennent 8-10 ans après s'être quittés pour comprendre, restaurer, grandir de ce qui a pu se passer. Et c'est magnifique, c'est un travail merveilleux. J'honore parce que qu'est-ce qu'on pleure dans le travail de séparation en conscience, parce que regarder la merveille et dire quand même au revoir, choisir la séparation avec autant de connexion, je peux vous dire qu'on est 3 à pleurer ces jours-là dans le cabinet. C'est un travail magnifique. Est-ce que tu as fait une rencontre dans ta vie, une personne, un livre, un végétal, un animal, quelque chose qui a changé ta vie, qui a été un acte de résilience, un passage, et que tu portes encore aujourd'hui, qui a été peut-être en une seconde, une minute, une heure, une journée, quelques années? Quelle est cette photo que tu as gardée qui passe ou qui reste et qui a été... ça peut être un paysage, ça peut être un moment de grâce, ça peut être un coup aussi dur. Dans un moment initiatique comme ça, en fait c'est le feu qui est apparu tout de suite quand tu as posé la question. J'ai une relation avec le feu qui est forte, et tout un tas de rituels en lien avec le feu. Beaucoup de souvenirs aussi, et puis une personne qui m'est venue en tête, qui est une femme qui est âgée maintenant, qui s'appelle Eddie Schleifer, qui est une américaine, une femme de multiples endroits, qui a été la première à m'éveiller à ce paradigme relationnel et à cette façon de regarder les crises relationnelles comme des possibilités de grandir. Et c'est une femme qui est devenue ma mentor au fur et à mesure des années, et qui a vraiment, vraiment imprimé, qui a probablement sauvé ma relation avec Édouard, parce qu'au début, je m'étais orientée vers cette femme parce que dans mon propre couple, j'étais psy depuis des années, j'avais appris plein de choses sur plein de sujets, mais j'étais quand même en galère dans ma relation, parce que je pense que tant qu'on est dans le paradigme individuel, il y a quelque chose qui ne se passe pas, et qu'on se protège et qu'on se défend de l'autre au lieu de chercher en soi pour la relation pour l'autre.
Et on s'est orienté vers cette femme qui a changé notre vie. Et puis après, je suis partie apprendre avec elle pendant des années, tellement elle est incroyable. Elle est encore en vie, elle travaille presque plus maintenant, mais il y a beaucoup de vidéos d'elle sur YouTube et je vous invite vraiment à écouter cette femme. Je construis la phrase et je te laisse une petite phrase de la construire. Tu peux rajouter. Ouais, bah oui. Je dirais que le choix est multiple, toujours et tous les jours, et que l'union entre deux personnes peut vraiment être d'une richesse incroyable, fertile, source de croissance énorme, joyeuse et au travail et exigeante, et que on peut faire le choix aussi de basculer dans la relation d'objet. On peut sans conscience ou par flemme, par non-exigence de soi, choisir, laisser nos costumes de survie nous habiter et nous protéger, comme l'arrogance, comme plein d'autres, la violence, etc. Et que souvent, ça conduit à la séparation, parce que c'est à la scission. C'est très difficile de relationner avec quelqu'un qui ne choisit pas de faire autre chose que ses costumes de survie dans la relation. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais l'exercice est compliqué. On peut tirer par les cheveux. Je le redis, tu l'as mené avec brio. Merci beaucoup. J'ai envie de te demander à quel moment de ta vie tu as le plus osé. Quand j'ai publié le premier livre, Les clés de l'intelligence amoureuse, j'ai pris 10 kilos. Et dans mon monde, prendre des kilos, c'est une façon de me protéger. J'ai déclenché ça toute petite par rapport à des mésaventures qui m'étaient arrivées. Et c'est très efficace. Ce qui fait que je ne sais pas faire autrement. Mais pour te dire, oser publier Les clés de l'intelligence amoureuse, j'avais l'impression d'être nue et que le monde entier allait voir ce que j'avais à l'intérieur de mon cœur, qui est autant puissant que c'est vulnérable. Et je viens de refaire le coup à la sortie des clés de l'intelligence érotique, parce que là, je me sens uber nue. Les gens peuvent lire, non seulement dans mon cœur, mais dans mon corps. Tout ce que j'offre à lire parle excessivement de la fibre, de l'huile essentielle de moi. Et je pense que c'est vraiment oser. Vraiment oser. C'est une sortie de zone de confort incroyable. Et mon corps me le rappelle. C'est comme si c'était juste un peu trop. Ce serait ça ma réponse. Oser. Oser dire, oser montrer la fibre de qui on est. Et pourtant, tu t'en protèges. Tu oses et en même temps, tu mets une carapace, si j'entends ce que tu dis. Je ne peux que constater que mon corps active une protection, que c'était un petit saut un peu trop dans le vide, et je l'ai fait. 2 fois. Et je le referai, j'en ai d'autres à l'intérieur. J'espère pas prendre 10 kilos à chaque fois, mais tu vois, ouais, oser se montrer, oser se donner. Ouais. T'as pris 10 kilos parce que t'as vidé le congélateur. J'ai mangé tout ce qu'il y avait dans le congélateur, c'est ça. Si je te dis que tu es une femme inspirante, qu'est-ce que tu me réponds ? Je réponds que ça me touche parce que si j'inspire ou si je t'inspire, alors une partie de mon message va pouvoir infuser. Ça veut dire que ça ouvre des portes à l'intérieur et qu'il y a des transmissions qui peuvent passer. Et j'ai vraiment envie de changer ce monde. J'ai vraiment envie de changer nos représentations par rapport à l'amour, par rapport au couple, par rapport à la sexualité, par rapport à... Et alors, c'est un grand cadeau d'être inspirant.
parce que probablement mes idées vont faire leur chemin. Alors merci. Est-ce que ce sont des femmes qui te lisent le plus ou les hommes où sont les hommes, la place des hommes est-ce ce sont aussi des lecteurs, tes propres lecteurs? Tu t'adresses aux femmes essentiellement? Je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse vraiment à tout le monde. Et je sais que ce sont plus les femmes, parce que j'ai les stats, ce sont plus les femmes qui achètent les livres, les jeux, mes contenus, qui me suivent sur Insta, etc. Mais les témoignages des hommes que je reçois sont incroyables. Et c'est ça qui me donne envie de continuer aussi, c'est de voir que ça tombe dans leur cœur aussi. C'est ça qui me fait penser, ok, je ne suis pas à côté de la plaque, je ne voudrais pas ne parler qu'aux femmes. On a besoin des hommes. Et même si ce sont plus souvent les femmes les initiatrices dans la relation ou dans la sexualité, ou dans, on a tellement besoin que les hommes fassent le chemin aussi. Que oui, j'écris pour tout le monde, tout le monde. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de l'intelligence amoureuse à l'intelligence érotique? Ce pas vers la chair, vers le plaisir de la chair, il est venu comment? Ce deuxième livre, quand j'ai rédigé le manuscrit, il s'appelait Entre sauvage et sacré. Et l'intelligence érotique, c'est une idée de mon éditrice, qui est une bonne idée, je pense. Mais en tout cas, pourquoi j'ai voulu écrire à propos de la sexualité, c'est parce que j'ai compris pour mon propre couple et pour les couples que j'accompagne que l'amour, c'est du travail, que ça se compétence et que la sexualité aussi. Et après avoir écrit l'intelligence amoureuse et donné des outils pour relationner, reprendre ce qui vient de l'enfance, comprendre les congélateurs, avoir des process pour les ouvrir ensemble, etc., j'ai senti tout de suite qu'il allait falloir adresser, qu'il allait falloir s'occuper du terrain de la sexualité, parce que la réalité, c'est que les couples au long cours sont très souvent en panne dans la sexualité et qu'il n'y a pas de réponse pour le couple au long cours. La société propose plus de personnes, plus de 3 petits points, et que pour moi, la révolution sexuelle, elle n'est pas dans plus de autre que la connexion. Connexion à soi, connexion à son corps, connexion à l'autre. Connexion à son moi sexuel, et j'avais besoin vraiment de donner ce livre aussi pour vraiment pour les couples au long cours qui ont envie de continuer à construire ensemble, qui s'aiment et qui sont en panne dans la sexualité, et à qui on ne dit pas toutes les possibilités autres que ces chorégraphies qu'on nous montre partout, qui lassent et qui fatiguent et qui font déserter, qui n'apportent pas de solution. Quel est ton rêve ultime, Florentine? Mon rêve ultime, en tout cas, ma mission, c'est de faire basculer, d'inspirer un maximum de personnes à entrer dans ce paradigme relationnel, à oser la relation avec un grand R, à comprendre à quel point notre biographie est là dans chacun de nos pas et qu'on peut reprendre les rênes et choisir au jour le jour de vivre le cœur grand ouvert, en conscience. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire quelque chose auquel on n'a pas pensé pour terminer? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Un message que je pourrais faire passer, c'est juste... j'ai l'impression d'être un grand prêcheur, là, un prédicateur presque. Alors, c'est à peine si j'ose, mais c'est de dire... perdez pas espoir. Il y a tellement de possibles quand on s'y met, quand on s'outille, quand on apprend, quand on cherche. Et oui, ça pique, et oui, ça fait mal, parce que l'autre, qu'est-ce qui vient appuyer là où on est blessé? Mon Dieu, le recrutement de l'autre, il est implacable. On va aller recruter la personne câblée pour appuyer là où ça fait mal, mais respirons, ouvrons, apprenons, aimons.
serais pas une prêcheuse si tu disais d'où ça venait, tu donnais un exemple d'espoir, parce que tu as vécu aussi à des moments où tu voulais abandonner. Ah, mais régulièrement, très régulièrement, non seulement j'ai vécu, mais je vis et je vivrai probablement des moments, des passages où Édouard m'emmène dans des recoins émotionnels tellement obscurs à l'intérieur de moi que je me dis, mon Dieu, mais c'est pas possible, stop. Et que je me protège. Et puis je respire, et puis je reviens à moi, je reviens à lui, et je réalise ce que ça touche, d'où ça me vient, et j'ouvre. Et il m'accueille. Oui, je connais ça par cœur, et je le connaîtrai, et c'est magnifique, c'est le chemin. C'est le chemin d'une vie, je pense que ça s'arrêtera jamais. Et je suis d'accord.